Vous entrez dans un monde où l'impossible devient réalité. Un lieu où les frontières de la peur n'ont plus de limites. Les territoires où psychopathes, démons et autres créatures font de vos cauchemars un quotidien auquel vous ne pouvez échapper. Ce monde, je l'ai créé rien que pour vous. Entrez et venez affronter avec moi ce qu'il y a au-delà du portail, des histoires de l'autre monde. Bonjour à vous, chères créatures. Après bien des mois d'attente, alors que le texte lui était écrit depuis un an et présent sur mon blog, je peux enfin vous livrer la fin du cycle des Yitians. Mais avant, j'aimerais faire un petit aparté. Certains et certaines le savent sans doute déjà. Ce message s'adresse donc surtout à tous ceux qui n'ont pas eu connaissance des diverses promotions que j'ai publiées sur mes réseaux, dont l'onglet communauté de cette chaîne. Depuis le 12 septembre dernier, une campagne de prévente est en place pour la future sortie de mon deuxième recueil de nouvelles, Creepy World. Une campagne qui servira à déterminer pour la maison d'édition avec qui je suis en contrat, la toute première à compte d'éditeur dont je fais partie, d'estimer le potentiel futur du livre et ainsi déterminer le nombre total d'exemplaires pour sa première édition, ainsi que le nombre de librairies physiques où il sortira. C'est donc un moment important pour moi. Alors, plus il y aura de contributions, donnant plusieurs avantages en tant que contrepartie, plus ce recueil aura la possibilité d'être vu et acheté. Vous le savez, je suis avant tout écrivain, et ce livre est la consécration d'un an d'efforts, de réécriture, de temps passé sur mon ordinateur, afin de concocter 10 histoires inédites de diverses longueurs pour un ouvrage imposant en nombre de pages. Ceci en attendant de pouvoir proposer mon tout premier roman, presque terminé, à la maison d'édition par la suite. Je compte sur vous pour que ce rêve d'être largement diffusé s'accomplisse par vos contributions, ou du moins vos partages auprès de vos proches, vos réseaux, ou tout autre moyen permettant d'apporter le soutien de cette campagne. Le lien permettant d'accéder au site proposant la campagne se trouve en bas de cet écran et sera également présent en fin de vidéo ainsi qu'en description. Passé cela, pour ceux qui ont un petit trou de ce qui s'est passé dans le premier volet, ce second et dernier volet fait suite au destin d'un jeune étudiant de l'université de Miskatonic, ayant découvert une pièce cachée au sein d'une aile inconnue de la bibliothèque de l'établissement en suivant des insectes. À l'intérieur, il était en contact avec Priya, une prêtresse égyptienne, réceptacle d'une race extraterrestre, les Yitians, qui, en échange de leur savoir et du retour de ses parents décédés, vont demander à leurs nouveaux disciples de se réunir avec les 11 autres élus qui doivent ouvrir des portes mystiques, afin de permettre la venue dans notre monde. Ce deuxième volet va vous dévoiler les conséquences de ce pacte. Maintenant, place à l'histoire, qui se situe en plein cœur des territoires de l'autre monde. La porte de Mrilto, deuxième partie. Le culte de Rikla. J'ai découvert la porte de Mrilto et son secret au sein de cette pièce secrète cachée dans les sous-sols de la bibliothèque de l'université de Miskatonic. Je n'aurais jamais imaginé à quel point ce qui s'était révélé à moi allait transformer mon existence à tout jamais. Le savoir obtenu dépassait tout ce que l'homme pouvait concevoir en termes de technologie, de puissance mathématique, d'utilisation des matériaux dont l'assemblage permettait la création d'alliages qui pourraient révolutionner la conquête spatiale, et envisager de découvrir des galaxies et des mondes bien au-delà de ce que l'être humain pense connaître. Un accès à une partie de l'univers où réside Yit. Un chemin, un itinéraire vers ces traces qu'avait modelé l'homme et mis en place son évolution, qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui. En obtenant ce flux de savoir, je comprenais certains mystères de l'histoire humaine. Ces interrogations que les plus grands théologiens n'avaient pu résoudre. Ces enquêtes inachevées restant sans réponse, par manque d'éléments pouvant offrir au monde la vérité qui se cachait derrière. La disparition de la civilisation minoenne, qui, contrairement à certaines théories tenaces, n'est pas due à l'éruption du volcan de l'île de Santorin où se trouvait la majorité de ce peuple de Crète, entraînant des séismes dévastateurs. Les pertes ont été lourdes, mais pas insurmontables. La véritable raison est que déjà à l'époque, conscient de la puissance politique potentielle de cette civilisation en matière d'expansion sur la Grèce et le reste des territoires de Crète, les Yits ont tenté de s'emparer de l'esprit de plusieurs dirigeants du pouvoir en place, après avoir vu la facilité d'adaptation des Minoens de se remettre de catastrophes, reconstruisant leur palais détruit, dont celui de Knossos. Cependant, les cerveaux investis ont mal supporté le contrôle. Provoquer des troubles d'ordre psychologique, causant des comportements inadéquats en termes de décisions politiques et mettant en place la civilisation suivante, les Mycéniens, qui ne furent pas plus prompts à assurer une stabilité économique et l'acceptation par le peuple de décisions controversées et créant la colère de la plaine, se transformant en révolte et faisant chuter la civilisation jusqu'à sa destruction totale, causée par la colonisation athéenne.
Si les Yitians se sont intéressés à la civilisation minoenne, c'est aussi dû au fait qu'elle fut érigée par le roi Minos, dont la légende, voulant qu'il était le maître d'une créature nommée le Minotaure, fait aujourd'hui encore partie des fables les plus populaires. Mais en fait, ce n'est pas une légende. Pas complètement. Thésée et Ariane n'ont jamais existé. Et Minos n'attendait pas 9 ans pour livrer 7 filles et 7 garçons à cette créature enfermée dans un labyrinthe. Ces offrandes étaient bien plus régulières. Tout contrevenant à l'ordre était systématiquement envoyé dans le labyrinthe d'où personne ne sortait jamais. Et on comptait nombre de disparitions incompréhensibles, qu'on supposait être de la volonté de Minos de nourrir sa créature, pour s'assurer sa docilité et les connaissances que cette dernière lui apportait en retour. Raison du haut savoir politique, économique et architectural possédé par Minos, qui lui a permis de créer la civilisation en devenir que sont les Minoens. Et ce fameux Minotaure n'était en rien un homme à tête de taureau, mais Ran-Te-Goth, un grand ancien. On sait que ce monarque qui vivait dans un immense temple au cœur du cercle arctique a la particularité d'entrer en hibernation lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité de se nourrir de sacrifices d'hominidés réguliers. Il se calcifie alors, et prend l'apparence d'une statue. Dans entretien de sa part, son temple a subi les affres du temps, s'est érodé, et a fini par s'enfoncer dans la calotte glaciaire, envoyant Ran-Te-Goth dans les eaux. Il est plus que vraisemblable que l'un des autres grands anciens, aux capacités amphibiennes, comme Cthulhu ou Dagon, ait entendu son agonie, car se voyant couler avec son palais, et soit venu le récupérer sous sa forme calcifiée avant de le déposer au creux de cette caverne, gravant sur les parois le rituel issu des manuscrits pnacotiques des Lomuriens. Sachant que des membres de la fraternité pnacotique vivaient sur l'île, ce n'était qu'une question de temps avant que Ran-Te-Goth soit réveillé par l'un d'eux. Le réveil ne pouvant être opéré que par un humain, servant de sacrifice. Quand le roi Minos a commencé à faire ériger un labyrinthe qui au départ devait servir de terrain pour tester l'orientation et la résistance de futurs soldats, il a été mis au courant de la disparition de plusieurs travailleurs, ainsi que de l'architecte en charge de l'ouvrage, après que leurs cris furent perçus en direction d'une partie de la caverne, point de départ du futur labyrinthe. Voulant savoir la raison de cette disparition, Minos s'est trouvé nez à nez avec le grand ancien. Et voyant les restes des ouvriers disparus au sol, ainsi que l'architecte, Minos a supplié Ran-Te-Goth, s'engageant à lui fournir ce dont il avait besoin, en échange de lui laisser la vie. Intéressé, Ran-Te-Goth accepta, en imposant un tribut chaque jour qui passait. Il expliquait aussi à Minos que c'est l'architecte, membre de la fraternité pnacotique, ce que Minos ignorait, qui l'avait réveillé, ayant pu traduire le texte du rituel gravé sur la roche. Il rajoutait qu'en retour, il lui offrirait un savoir qui ferait de son règne le début d'une future civilisation marquant l'humanité de son empreinte. Minos se servait du labyrinthe pour se débarrasser de fauteurs de troubles de son règne, d'opposants, et envoyait chaque jour un guerrier sous le prétexte d'un entraînement particulier, pour tester ses facultés de combattant. Personne n'osait dire quoi que ce soit quant au fait que les élus du labyrinthe ne donnaient plus signe de vie par la suite. On supposait simplement qu'ils avaient échoué au test et étaient donc morts en guerrier. Quand le roi Minos mourut et le secret de son pacte avec le grand ancien avec lui, le labyrinthe resta à l'abandon. Le successeur au trône, considérant ce dernier comme un caprice de grandeur de Minos, il ne voyait pas l'utilité de cette œuvre, et fit même boucher l'entrée de la caverne permettant d'y accéder. Privé de nourriture à nouveau, Ran-Te-Goth retomba en hibernation. Mais les connaissances offertes par ce dernier à la civilisation minoenne pouvaient permettre aux Yitians d'élaborer un plan établi sur des siècles pour s'assurer de leur futur retour au sein de ce monde. Un plan dont je ne savais pas encore la teneur exacte. Mais j'ai pu comprendre que cela était en lien avec le fait que tous les grands anciens étaient désormais en hibernation, attendant le moment propice pour asseoir leur domination totale sur le monde humain par la venue des troupes de Yugoth, d'où ils étaient issus, et fief de Nyarlathotep, dit le messager des dieux, qui sert d'intermédiaire entre Azathoth, le créateur de toutes choses, et les autres dieux. Son rôle était aussi de surveiller la gestion des diverses planètes créées par Azathoth, qui avait confectionné la planète Terre par pure distraction, comme il l'avait fait avec d'autres mondes à travers la galaxie, en y insérant des créatures archaïques et l'environnement les entourant, comme des enfants dessinent des personnages sur une feuille de papier. C'était d'ailleurs la raison principale des Yitians sur Terre quand ils sont arrivés. Faire de ce monde oublié par Nyarlathotep et Azathoth le point de départ d'un projet destiné à remporter la guerre qui opposait depuis des millénaires Yit et Yugoth. Les Yitians pensaient que leur établissement sur Terre et la création d'êtres destinés à devenir des soldats pour vaincre les habitants de Yugoth passerait inaperçus.
ce qui fut le cas. Mais la venue d'une autre race ennemie, les polyvolants, anéantissant leurs envoyés sur cette planète, avait détruit leurs espoirs. Pire, les polyvolants, bien moins discrets dans leurs déplacements que les Yithians, avaient causé la venue des grands anciens à leur tour sur Terre. Ceux-ci furent finalement vaincus et résignés à vivre dans les sous-sols, où un grand nombre d'entre eux vivent toujours, et à l'origine de multiples légendes. Les grands anciens, découvrant l'existence de l'homme par les Yithians, certains d'entre eux décidèrent de s'y installer durablement, voyant dans l'humanité de futurs jouets esclaves dociles qu'il serait aisé de dominer et manipuler dans le but de les divertir. La création de mondes par Azathoth étant la base même du dieu suprême pour changer le quotidien des habitants de Yugoth comme terrain de divertissement. Dans cet ordre des choses, des événements comme le krach boursier de 1929, l'assassinat de Kennedy, les disparitions sur des dizaines d'années d'avions et de bateaux au cœur du triangle des Bermudes, ou encore l'attentat du 11 septembre 2001 ayant causé la destruction des tours jumelles du World Trade Center, sans oublier l'échec de la mission Apollon 13 le 14 avril 1970, sont autant de cas dont les Yithians sont l'origine directe de leur tentative de contrôle dans la continuité de leur plan mis en place lors de la période égyptienne et la construction des pyramides, véritable antenne cosmique et servant de portail. C'est d'ailleurs à l'époque des pharaons que furent créés les Aaron, Chiyat, Ametim, les arches de résurrection, dont la plus célèbre reste l'arche d'Alliance, l'Aaron, Han et d'autres, censés abriter les tables des 10 commandements où Moïse les aurait déposés. Ce qui est faux. Enfin, pas totalement. L'Aaron à Edot fut bien le réceptacle des tables, et celles-ci furent détruites une fois mises à l'intérieur. La raison en est fort simple. Ces arches ont été conçues pour réparer et conserver les corps des représentants des Yithians, comme Priya. Toute matière ou corps ne contenant pas l'esprit d'un Yithian est systématiquement annihilée une fois déposée à l'intérieur. 12 arches furent fabriquées, pour chacune des prêtresses contenant un esprit Yithian, ayant parsemé l'histoire, les civilisations précolombiennes notamment, Olmec, Maya, Aztèques ou Incas, mais aussi pour les dirigeants des peuples de Mu et de l'Atlantide, dont les guerres fratricides et l'utilisation d'armes confectionnées grâce aux connaissances offertes par les Yithians finirent par causer leur anéantissement, par le biais de cataclysmes. Mu fut ravagé par des séismes de grande ampleur, pendant que l'Atlantide fut engloutie par le plus grand tsunami qui ait existé sur Terre. Je savais tout ça. J'étais l'un des réceptacles des connaissances Yithian, et une partie du puzzle que constituaient les 12 dont l'esprit avait pu permettre l'ouverture des portes mystiques de Vrakli, le nom donné à l'ensemble des portails ouvrant sur Yit et ses habitants, qui attendaient dans l'ombre de voir leur race revenir à la suprématie qui avait été la leur avant que les polyvolants ne leur volent leur projet et s'emparent de leur création. Je comprenais le but recherché par les Yithians, savoir assurer leur retour dans la perspective de continuer ce qu'ils avaient commencé. Faire de la Terre et la race humaine dont ils étaient les créateurs une armée destinée à une guerre visant l'invasion de Yugoth, pour mettre fin à l'existence de Azathoth et obtenir la libération de leur peuple, dont plusieurs représentants étaient prisonniers de Yugoth, et servant pour des activités de serviteurs, de sujets d'expérience, de jeux cruels, et parfois bien pire. Les Yithians savaient que l'existence d'Azathoth était liée à Yugoth, car c'était sa première création, et elle était composée d'une partie de son cœur. Détruire Yugoth et ses occupants, tous créés à partir de morceaux de corps d'Azathoth, occasionnerait des dégâts et un affaiblissement tel à celui qu'on nommait aussi le sultan des démons, qu'il serait ensuite aisé aux Yithians de mettre fin à son règne en le faisant disparaître au niveau cosmique. Ainsi, les expéditions quotidiennes sur Yit de la part des habitants de Yugoth prendraient fin, et leur peuple serait libéré du joug d'Azathoth. Mais la présence des grands anciens sur Terre, désormais surveillés par Nyarlathotep, compliquait le projet des Yithians. Ils ne pouvaient se déplacer directement comme ils l'avaient fait au début, car ils seraient immédiatement repérés. Ils ne pouvaient compter que sur leurs esprits déjà sur Terre. Le fait de se cacher à l'intérieur d'humains permettait de tromper la vigilance de Nyarlathotep et des grands anciens. Et le fait que ces derniers étaient en état d'hibernation leur donnait un champ d'action bien plus large, ce qui leur avait permis d'opérer tout ce que je vous ai décrit précédemment. Mais ils n'étaient pas libres de faire tout ce qui s'avérait nécessaire à une emprise sur notre espèce. Pour ce faire, il leur fallait être présents sous leur forme originelle. Et pour cela, l'ouverture des 12 portes leur était primordiale, afin d'ouvrir un passage direct de Yit vers la Terre et permettre l'arrivée massive de leurs troupes. L'objectif était de détruire, profitant de leur hibernation, les grands anciens qui étaient sur Terre, ou au pire, les chasser de la planète. Leur corps complet étant sur place, ils pourraient user de toutes leurs facultés pour faire de l'humanité des soldats dociles prêts à être envoyés sur Yugoth, après avoir subi des améliorations nécessaires pour espérer l'emporter sur Nyarlathotep et les autres.
Et pour ouvrir ces portails, il fallait des cerveaux de personnes ayant des capacités intellectuelles de haut niveau. Et surtout, suffisamment dociles pour accepter leur mission qui était de se rencontrer. Je ne comprenais pas bien pourquoi le fait de réunir les 12 était primordial au plan des Yitians, mais je me conformais à leur demande, autant que j'y trouvais mon avantage. Ma quête, mon désir le plus profond, deviendrait une réalité, une fois que j'aurais permis cette réunion. Mes parents seraient ressuscités. Les Yitians, auxquels j'étais désormais connecté à travers l'espace et le temps, me donnant leurs instructions directement dans ma tête, m'avaient promis qu'ils ne feraient pas partie de l'armée qu'ils voulaient mettre en place après leur retour, tout comme moi. Chacun des 12 aurait le loisir de choisir quelle personne de leur entourage serait dispensée de participer à cette future guerre, au même titre qu'eux-mêmes. Une forme de remerciement de la part des Yitians pour notre contribution à leur retour et leur avènement prochain. Les jours suivants à étudier toutes ces informations de bout en bout me permirent de découvrir qui était la personne qui avait mis en place cette pièce construite autour de la porte de Mrilto et qui était, de plus, à la tête d'un culte dont l'objectif était de permettre la réunion des 12 à travers le monde, en trouvant les personnes susceptibles d'ouvrir les différentes portes. J'avais ainsi la surprise de m'apercevoir que j'avais été manipulé depuis le début par celui que je considérais comme un véritable ami, en plus un protecteur, et même d'un second père. Armin, le directeur de l'université de Miskatonic. Depuis mon enfance, il avait deviné mon potentiel pour ouvrir la porte. Et s'il était devenu ami avec mon père, c'était pour se rapprocher de moi, faire en sorte de me guider de manière subtile vers la porte, persuadé que je pourrais obtenir l'aval de Priya pour permettre son ouverture. D'ailleurs, il me confierait par la suite que c'est lui qui avait ramené le corps de la prêtresse d'Égypte. C'est là-bas, lors d'une expédition à la vallée des rois, espérant trouver des tombes non encore découvertes, qu'il est tombé sur l'entrée d'un temple à moitié enfoui dans le sable. Il m'avouerait qu'il était également un membre de la fraternité pnakotique, tout comme l'étaient avant lui son père et son grand-père, lui ayant transmis leur savoir, obtenu à travers les manuscrits écrits par les Lomuriens, le peuple qui était en contact avec certains grands anciens, dont Abdul al-Azred faisait partie. Mais ce dernier était réfractaire au fait d'accepter une domination totale de la part des grands anciens, et à renier son propre peuple, s'isolant, et se servant des connaissances acquises pour rédiger le Necronomicon. Du fait de sa rébellion, il n'avait pas en sa possession toutes les connaissances pnakotiques. Par la suite, la fraternité a vu un de ses membres contrôlé par un Yitian. Une infiltration qui a été préjudiciable aux grands anciens, car une nouvelle dissension a établi la création de plusieurs groupes de pensée au sein de la fraternité pnakotique. Les Skra Tignot, entièrement dévoués aux grands anciens, les Lintaxor, ayant adopté les doctrines des Yitians, et enfin les Nrat, qui ne font partie d'aucun des deux clans et voulant imposer leur propre dogme en se servant des manuscrits dictés par les grands anciens dans un but de pouvoir personnel ou créer une nouvelle religion d'ordre mondial. Armin était un Lintaxor, et à ce titre, en découvrant le tombeau, en lisant les inscriptions sur les piliers, puis en pénétrant dans le cœur du temple où figurait Priya, dans un Aron Chiyat Ametim, ces arches de résurrection permettant la conservation des corps habités par des Yitians, il comprit qu'il avait mis la main sur la première pièce d'un puzzle évoqué dans les manuscrits, pour préparer le retour des Yitians. De ce fait, il cacha sa découverte, et fit usage de ses relations pour faire sortir d'Égypte l'Aron contenant Priya. Il savait que c'était elle en traduisant les écritures en Yitian figurant sur les côtés du cercueil de pierre, et aussi de la présence des signes sur le dessus de la sépulture. Profitant de sa position au sein de Miskatonic, étant à l'époque en charge de la bibliothèque, et pas encore directeur de l'université, il avait, dès les premiers mois de sa prise de fonction, élaboré et fait construire la pièce et ses éléments, dont la statue et son système d'ouverture, permettant l'accès au futur lieu où serait placée l'Aron d'une des prêtresses, ainsi que le livre d'instruction, avec l'aide d'autres membres de la fraternité, mis au courant de sa possession. Le tout sous couverture de travaux de consolidation des fondations du bâtiment. Il savait depuis longtemps que l'université était située au-dessus d'un nœud de ligne tellurique, dont la plus grosse concentration se trouvait sous l'endroit où avait été construite la bibliothèque. Persuadé que cette dernière n'avait pas été érigée par hasard à cet endroit et que la construction même de Miskatonic devait être le fait d'un membre de la fraternité il y avait des années de cela, c'est ce qui l'avait incité à postuler pour son poste au sein de la bibliothèque. Selon les manuscrits pnakotiques, il suffisait d'un simple agencement de murs comportant des cavités destinées à recevoir la pression d'un être habité par un Yitian, dont la surface en dessous était creuse et reliée au sol par un tuyau fin constitué d'or, servant de conducteur entre l'énergie tellurique du nœud dans les profondeurs et celle émise par la prêtresse y apposant ses pattes pour permettre la création du portail et ouvrant l'accès à Yit.
Par la suite, après s'être assuré que l'accès à la pièce ne puisse pas être trouvé par n'importe qui, en instituant des règles au sein de la bibliothèque, juste après avoir été nommé directeur de Miskatonic, il créa le culte de Rikla, dont le but était de trouver les hommes ou les femmes susceptibles de pouvoir ouvrir les portes par l'intermédiaire des haras. Je faisais partie de ces potentiels. Et plus horrible encore, j'appris que c'est lui qui avait mis en place l'accident dont mes parents avaient été victimes, afin de se servir de ma tristesse pour encore plus se rapprocher de moi. C'est la raison pour laquelle il protégeait mes frasques auprès des professeurs. Aux insectes qui m'ont dirigé vers la porte, il s'agissait de créatures qui figuraient dans le temple découvert dans la vallée des rois. Quand il avait fait transporter la reine de Priya, ces insectes, ces scarabées, s'étaient agglutinés sur le cercueil de pierre, s'accrochant ce dernier, comme des protecteurs, des gardiens indissociables. Ces scarabées dont la présence m'avait surpris au départ, raison pour laquelle je les avais suivis, n'étaient donc, eux aussi, qu'un élément du stratagème d'Armin. Un soir, il vint à ma chambre, en pleine nuit, me demandant de ne pas parler trop fort car il avait des révélations à m'avouer, précisant que certaines me sembleraient sans doute difficiles à croire, mais qu'il savait que j'avais vu Priya, et que si j'étais encore en vie, c'était que je faisais partie des élus, l'un des 12 permettant l'ouverture des Vrakli. Il m'avouait que ce jour était l'accomplissement de ce qu'il avait permis, dont la culture de mon goût à l'interdit, cette curiosité pour découvrir des rites interdits pour faire revenir mes parents d'entre les morts. Curieux de ces mots, je le fis entrer. Et c'est là qu'il m'apprenait tout ce que je vous ai appris juste avant, faisant tomber dans un état entre la stupéfaction, la colère et la tristesse. Je n'avais été qu'une marionnette entre ses doigts, et la mort de mes parents avait été l'étincelle pour la suite de ses desseins, car il savait à quel point j'étais attaché à mon père et ma mère, se servant de cet amour pour mieux diriger mon destin, sans que je me rende compte que c'est lui, et non moi, qui me dictait ma ligne de conduite. Je pensais que le hasard m'avait fait découvrir cette pièce, le cercueil, Priya, à cause de ma propension à vouloir faire revivre mes parents, mon désir, ma curiosité des sciences occultes. Je pensais être la solution pour faire disparaître mes larmes et ma mélancolie, mais il n'en était rien. Le deuxième père que je pensais être Armin n'était qu'un monstre. J'étais tombé dans son piège, les yeux fermés, ne me rendant pas compte que derrière le masque de ses sourires compatissants se trouvait une ordure de la pire des espèces. Je n'étais rien de plus que celui qui lui donnerait accès aux rêves de son culte, à la mission que s'étaient donnée les Lintaxor. Que lui importaient mes ressentiments? C'est compter pour lui que mon lien avec les Yitians découle la consécration qu'il attendait, permettre à ceux-ci de parvenir à achever leur plan. Du coup, les atours de ces derniers me paraissaient beaucoup moins glorieux que je pensais, quand Aprin m'a pris un élément caché par les habitants de Yit. La fameuse réunion était en fait un sacrifice, puisqu'une fois les 12 réunis, l'union du savoir de tous ces humains occasionnerait la fusion des corps, libérant une énergie telle qu'elle briserait l'espace et le temps. Une sorte de choc dimensionnel qui ouvrirait le plus grand portail, la plus grande ouverture entre les mondes qu'il puisse être donné de voir. En comparaison, la porte des étoiles de Stargate n'était qu'une forme étendue de celui des jeux vidéo interactifs avec figurines, comme les Skylanders. Armin, en fait, c'était ça. Une personnification grandeur nature de chaos. La seule différence, c'est qu'il n'était pas le penseur, mais était lui-même un pion du grand plateau de jeu servant aux Yitians qu'était la Terre. Malheureusement pour moi, je ne pouvais plus reculer. J'étais lié à un Yitian, désormais. Je partageais son savoir, mais il y avait une contrepartie. Il contrôlait tout ce que j'étais. Mes moindres pensées, le moindre de mes mouvements, le déplacement de mon sang, le fonctionnement de mes muscles. Si je montrais une quelconque réticence à leur plan, je ne serais pas tué. Les Yitians avaient besoin de mon assistance. Mais ils me feraient ressentir un état de douleur tel que je n'aurais d'autre choix que d'accepter d'être le jouet auquel était destiné chacun des 12. Je savais aussi que tout leur discours sur le fait de faire revenir mes parents n'étaient que des mensonges. Jamais ils n'ont eu l'intention de m'aider en ce sens. Armin m'avait confirmé que malgré toutes leurs capacités, les Yitians ne pouvaient pas faire revenir un mort à la vie. Sinon, ils auraient depuis longtemps ressuscité tous ceux des leurs tombés au combat des mains des habitants de Yugot ou des Polyvolants, et n'auraient pas eu besoin de mettre au point ce plan dont la race humaine, dans son intégralité, était la matière première. Comprenant cela, je me résignais, bien que ne pouvant réprimer mes envies de meurtre sur Armin. Mais il était intouchable. Si je tentais quoi que ce soit sur lui, les Yitians me puniraient pour mon acte.
Alors, je me suis comporté comme un gentil toutou pendant des mois, des années, jusqu'à ce que les 12 portes furent finalement toutes ouvertes. Notre réunion doit se dérouler dans quelques jours, sous la supervision d'Armin et de quelques vassaux des Lintaxor, du culte de Rikla. Profitant de ce sursis avant ma fin, et le peut-être futur avènement des Yitians, bien que rien ne dit que leur plan leur permettra de prendre l'ascendant sur les grands anciens, j'ai donc écrit ce journal. Une manière pour moi de laisser une trace, même infime, peut-être inutile, car j'ignore si quelqu'un le lira après que la guerre est débutée, ou sera même en position de le faire, du fait de la domination exercée par les Yitians. Mais j'avais besoin de libérer ma haine envers eux, envers Armin, tous aussi manipulateurs les uns que les autres. En fin de compte, les grands anciens ne sont pas les seuls êtres dépourvus de tout sentiment envers la race humaine. À leurs yeux, nous ne sommes que des jouets créés par une race inférieure à la leur. Pour les Yitians, c'est bien pire. Nous sommes ni plus ni moins que des parties d'une arme qu'ils ont mis des siècles à assembler. Les grands anciens ont au moins la décence de reconnaître notre résistance de forme de vie, afin que nous les honorions en tant que serviteurs ou d'esclaves. Ils ne tuent que ceux qui font acte de rébellion à leur domination totale sur nous. Les Yitians, eux, ne nous accordent même pas le droit le plus basique qu'aspire à être tout humain, celui de pouvoir vivre. Comme vous avez pu le constater, il ne faut pas toujours croire les promesses faites par des races qui nous sont supérieures, et encore moins quand elles se révèlent être bien plus sournoises que d'autres qu'on pensait être les pires existantes. La vérité fait souvent mal en découvrant avoir été manipulée par bien plus abjects que des créatures nous utilisant comme esclaves. Le héros de cette histoire s'est retrouvé pris au piège, ayant cru les mensonges de ceux ayant permis l'évolution, le modelage d'êtres primitifs d'une planète dû aux caprices d'Azathoth, et l'ayant oublié, comme il l'a fait avec des milliers d'autres à travers notre galaxie. Si les Yitians ont cru pouvoir se servir de notre planète comme un vaste terrain d'entraînement, ils ont dû se résoudre à vivre cachés suite à de multiples guerres ayant bouleversé leurs plans pour se soustraire au dictat des grands anciens, et donc de Yugoth. Leur désir de retrouver leur liberté en a fait des êtres vils et sans complaisance pour les êtres que nous sommes. Pensant trouver en les Yitians des libérateurs, la victime de ce plan a compris bien trop tard avoir été un des multiples pions de ceux s'avérant n'être que des dominateurs, n'ayant que faire de la race humaine, ne voyant à elle que des outils. Là où les grands anciens, malgré la peur qu'ils suscitent, faisant des esclaves des hommes acceptant de mourir en leur nom, reconnaissaient notre utilité pour satisfaire leurs désirs mégalomaniaques divins. Comme quoi, le mal absolu, le plus grand danger, n'est pas toujours celui qu'on pense. On sait qui on perd, mais pas ce qui va le replacer. C'est sur cette célèbre maxime que je vous dis désormais à très bientôt pour une nouvelle histoire de l'autre monde.